C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans l'Afrique en mouvement, l'émission qui met en évidence les différentes initiatives visant l'émergence du continent africain. Le point de l'actu et les best-of constituent les grandes parties de ce rendez-vous d'information. Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. Démarrons au Maroc avec la délégation des procureurs généraux américains qui étaient en visite dans le Royaume. À l'ordre du jour de cette rencontre, les perspectives de coopération en matière de lutte contre la criminalité. Plus de détails avec Sanaï Yassari. Les meilleures pratiques en matière de lutte contre la criminalité ont été au centre des entretiens lundi à Rabat entre le président du ministère public marocain Mohamed Abdel Nabawi et une délégation de procureurs généraux de l'Ouest des États-Unis en visite dans le Royaume. Objectif, échanger les idées, faire le point sur les meilleures pratiques dans les affaires relatives à la loi et à la réduction des crimes et échanger avec les responsables marocains sur plusieurs sujets d'intérêt commun. À l'issue de cet entretien, le procureur général de l'État d'Idaho, Lawrence Wasden, a mis en avant les relations entre les procureurs généraux des deux pays en soulignant que cette visite constitue aussi un moyen de formaliser les échanges en vue d'organiser des formations communes. Notre coopération porte sur les affaires relatives au trafic de drogue, à la traite des êtres humains, à la protection des données personnelles et au blanchiment d'argent. Nous visons une collaboration commune en faveur de la justice. Au Sénégal, ils sont nombreux ces enfants et femmes qui subissent des violences sexuelles. Ces personnes vulnérables peuvent désormais briser le silence. L'État du Sénégal vient de voter la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Et les associations qui luttent contre ce phénomène s'en réjouissent. Reportage Sirmi Boukaka et Mbayoundir. Mère d'un petit garçon à l'âge de 16 ans, cette jeune fille sénégalaise a été victime d'un viol. Le présumé coupable est l'un de ses voisins. Une situation qu'elle vit difficilement. Je partais à l'école et là, il me donne 500 francs CFA, c'est-à-dire moins d'1 euro, et me demande d'aller lui acheter de l'aliment pour bétail. À mon retour, il m'a enfermé dans sa chambre pendant des heures. Il a abusé de moi et il m'a menacé de mort. Mon souhait aujourd'hui, c'est de reprendre l'école. Le présumé coupable a été traduit en justice. Quant à la jeune maman, elle bénéficie d'une assistance psychosociale grâce à l'Association des juristes sénégalaises. Nous avons fait une mission d'assister ces victimes-là quand on les accompagne dans la procédure judiciaire. Ensuite, on les accompagne pour la procédure médicale. On les présente à des médecins, gynéco ou sages-femmes. On les accompagne pour l'obtention du certificat médical qui permet les poursuites. Les agressions sexuelles sont dénoncées par la société civile et l'État du Sénégal. D'ailleurs, l'Assemblée nationale a voté en fin décembre 2019 une loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Retour au Maroc où le programme de partenariat de l'enseignement supérieur Maroc-USA a été lancé à Marrakech. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi cadre relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique. Il se veut le couronnement du partenariat stratégique unissant le ministère de l'Éducation nationale et l'Agence des États-Unis pour le développement international, Issam Abari et Souel Jalil. Un partenariat Maroc-États-Unis pour améliorer l'offre éducative dans l'enseignement supérieur. Appelé Higher Education Partnership Morocco, le programme se consacre à améliorer la qualité de la formation des enseignements marocains. Il marque de ce fait le début d'une nouvelle ère en matière de partenariat et témoigne de l'excellence des relations entre les deux pays. C'est un partenariat bilatéral entre le gouvernement marocain et celui des États-Unis. Le gouvernement américain y est représenté par l'Agence des États-Unis pour le développement international. Le gouvernement marocain, lui, est représenté par les universités nationales et les institutions de formation des métiers de l'éducation. C'est une initiative qui favorisera une meilleure collaboration entre les enseignants dans les cycles primaires et secondaires qualifiants. Axe majeur de ce programme, promouvoir la qualité des enseignements dans les différents cycles, améliorer la formation des enseignants et développer leur parcours professionnel, et enfin doter les jeunes Marocains d'outils nécessaires pour faciliter leur accès et leur intégration au sein du marché de l'emploi. Dans ce cadre,
L'Université de l'Arizona œuvrera de concert avec les universités marocaines et les centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation pour l'élaboration d'un programme global dédié à la formation des enseignants dans les cycles primaires et secondaires qualifiants. Le président sénégalais Macky Sall a procédé samedi dernier au lancement de la journée nationale du nettoiement. Cette journée qui a lieu tous les samedis, les premiers samedis du mois, s'est étendue sur l'ensemble du territoire pour un Sénégal propre. C'est un reportage de Régis Moukila et Sanoussi Sané. C'est en donnant l'exemple, avec une participation remarquée au nettoiement de son quartier, Mermoz, situé au cœur de Dakar, mais aussi en visitant certains quartiers de la capitale, que le chef de l'État Macky Sall s'est assuré de l'effectivité de cette journée d'investissement humain. Je voudrais féliciter l'ensemble de nos compatriotes pour cette prise de conscience et cette volonté farouche d'enlever la saleté, les ordures de notre environnement. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience que ce qui se passait jusque-là ne peut plus se passer. Ce n'est plus tolérable. Nous allons mettre en place une brigade spéciale qui sera dotée de moyens juridiques, mais aussi de moyens matériels pour surveiller et accompagner ces actions. Selon la mairesse de Dakar, de nombreuses politiques ainsi qu'un important budget pour l'année 2020 seront mis en place pour faciliter la réalisation du projet Dakar Ville Propre. Après les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale bissau-guinéenne, Umaro Sissoko Embalo a été donné vainqueur du second tour de la présidentielle. Quelles sont les attentes aujourd'hui de ses concitoyens? Au Sénégal, nos reporters Daouda Sow et Sanoussi Sané ont posé la question à quelques bissau-guinéens résidant à Dakar, des étudiants pour la plupart. Les résultats provisoires de la récente présidentielle en Guinée-Bissau ne laisse pas indifférent le ressortissant résident à Dakar. Chacun y va de son commentaire. Je pense que dans une démocratie, on n'a que respecter la règle. Je n'ai pas de commentaires là-dessus. Et par rapport à sa venue ici à Dakar, je pense qu'il est dans son plein droit. C'est les résultats prévisoires qu'on va sortir, qui viennent de sortir. Et normalement, il doit attendre jusqu'au résultat définitif. Dans les universités où ils étudient ou chez eux, ces Bissau-Guinéens s'informent de l'évolution de la situation dans leur pays. D'ailleurs, ils attendent beaucoup de leur tout nouveau chef de l'État, surtout sur le plan de l'éducation. Il doit penser aux étudiants. Ce n'est pas seulement des étudiants bissau-guinéens qui sont ici à Dakar, mais oui, pour tous les pays où nos frères bissau-guinéens ont choisi pour faire leurs études. Parce que nous aussi, nous sommes les futurs dirigeants de notre pays. Au-delà du volet éducatif, il est important pour ces étudiants de relancer les secteurs prioritaires de l'économie bissau-guinéenne, mais aussi de redorer l'image du pays. En Côte d'Ivoire, on parle du tout premier Conseil des ministres de l'année 2020 qui s'est tenu ce mercredi au Palais de la Présidence à Abidjan. Il ressort de ce Conseil que l'État de Côte d'Ivoire va reprendre le dialogue avec l'opposition à 9 mois de l'élection présidentielle. Plus de détails avec Max Soubi et Herman Dogo. C'est la première rencontre du gouvernement ivoirien en cette année 2020. Une année électorale pour la Côte d'Ivoire et qui s'annonce déjà prometteuse. Sur instruction du chef de l'État Alassane Ouattara, le gouvernement va ouvrir dans ce mois de janvier un dialogue avec les partis politiques d'opposition et la société civile sur le code électoral. Cela en vue de permettre au scrutin présidentiel de se tenir dans un climat apaisé. La démocratie ivoirienne devra sortir renforcée de ce processus, car nous devons tourner définitivement la page des crises post-électorales. 2020, année électorale, mais aussi année d'angoisse pour certains citoyens ivoiriens à cause des élections dont ils gardent un souvenir amer. Lors de ce Conseil des ministres, l'État s'est voulu rassurant. La mobilisation du gouvernement, rassemblé et uni à vos côtés, pour mener le combat pour le renforcement et la préservation des institutions de la République contre toute tentative de déstabilisation d'où qu'elles viennent, et naturellement pour veiller à la quiétude de nos populations. Notons que le président Alassane Ouattara envisage une révision de la Constitution. Cette réforme devrait, selon le président ivoirien, permettre d'organiser des élections libres et inclusives.
Que deviennent les invendus après les fêtes? Si des gros distributeurs font des dons aux plus démunis, ce n'est toujours pas le cas pour les petits commerces. À Abidjan, la préfète laisse place aux promotions, une occasion pour les populations de faire le plein à moindre coût. Je vous laisse découvrir ce reportage. Le nouvel an passé, c'est encore la fête dans la capitale économique ivoirienne. Une fête qui se traduit par les bonnes affaires qui vont bon train pour les populations. Dans les magasins, certains articles n'ont pas trouvé preneur pendant les fêtes de fin d'année. Les commerçants qui semblaient avoir bien calibré leurs commandes n'hésitent pas à faire des promotions. En temps de décembre, ça allait un peu, on vendait un peu, mais comme décembre est fini, on ne peut pas faire le même prix parce que ça n'a pas sorti vite. Donc on essaie de liquider, passer. Quand décembre et puis maintenant, c'est pas la même chose. Après la fête, c'est la défaite. Ce qui reste là, on va liquider les prix pour faire en bas. On ne peut pas garder jusqu'à cette année, l'année prochaine. On vend ça aussi un peu. Ce qu'on ne peut pas vendre, on va garder. Même si les commerçants se mordent les doigts, ce scénario qui leur est devenu familier ne déplaît pas aux clients. Les invendus constituent une réelle perte pour les commerçants, mais une bouffée d'oxygène pour les amateurs de promotion de choix qui sont aux aguets. Il s'agit du pain le plus porté en Afrique. Le wax fait partie du patrimoine culturel du continent. La texture de ces tissus est un atout dans la création des différents produits vendus sur le marché artisanal de Dakar, au Sénégal, et fait croître le chiffre d'affaires des commerçants de manière considérable. On voit tout cela tout de suite, dans ce reportage de Sirmi Boukaka et Sanoussi Sané. Nous sommes en plein cœur du marché artisanal de Dakar au Sénégal. Ici, tous ces articles sont faits en pagne, appelé communément en Afrique le wax. Il y a entre autres des bracelets, des sacs, des sandales, des bijoux. Des objets qui attirent les regards. Le wax, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours à la mode. Donc on peut le mixer avec d'autres modèles de tissus et tout. Et ça sera toujours dans la tendance. On reste dans le confort africain. À l'intérieur comme à l'extérieur du marché, les vendeurs se frottent bien les mains. Je peux faire des centaines de pièces, ça marche aussi parce que les modèles ne sont pas les mêmes. Si c'est 5 mètres, je le vends à 10 000 avec la confection et la matériel que j'achète. Le wax, très prisé en Afrique, est d'origine indonésienne. Ce tissu est fabriqué en Hollande. La commercialisation de ce produit a connu de plus en plus un succès ces dernières années sur le continent. On s'intéresse à présent à cette exposition originale qui s'installe à Tanger. Originale car elle est dédiée à un animal qui a toujours accompagné l'homme sans ménager d'efforts. Il s'agit de l'âne. De l'Antiquité à nos jours, l'âne a été un personnage de contes, de légendes et sujet à toutes sortes de fables. Le photographe Abdirahim Benatabou a décidé de consacrer un musée à cet animal dans la ville du Détroit. Sana Yassari nous en dit plus. Considéré comme le cheval du pauvre, longtemps méprisé par certains, l'âne est l'objet d'une exposition d'art dans la ville du Détroit. Abdirahim Benatabou, photographe et activiste écologique, passionné par les ânes, a décidé de mettre en œuvre un musée autour de cet animal, encore très présent dans le paysage rural marocain. Au début, c'était pour rendre hommage à mon arrière-grand-mère, qui vivait toute seule avec son âne dans la campagne et qui, en fait, avait à travers cet âne un lien social avec le souk, avec les voisins, avec l'eau, surtout pour chercher de l'eau. Cette initiative singulière est une belle manière de rendre hommage à cet animal connu pour être docile, patient et résistant, mais qui a toujours été victime de brimades et de maltraitance. Ce n'est pas la première fois que l'âne fait son entrée dans le monde de l'art. Il y a longtemps, en 1910, un artiste décide de se moquer des milieux artistiques, particulièrement des critiques d'art. Il emprunte un âne et le laisse peindre des toiles avec sa queue. Ces toiles signées Boronali seront exposées à Paris. Tout le monde avait cru à l'apparition d'un nouveau jeune peintre italien. L'artiste qui n'était qu'un âne a même été exposé au Grand Palais en 2016. Toujours au Maroc, l'Institut national des beaux-arts de Tétouan a signé une convention avec l'Institut Cervantes de Tanger et une galerie d'art tangéroise pour exposer le talent des jeunes lauréats. La première édition intitulée « À la source » a accueilli 5 artistes. Ilham Berada. Proposer un panorama fidèle et exigeant de la scène artistique émergente, tel est l'objectif de l'exposition Inba Génération. Insaf Lassri, Oumaïma Ghassifi, Khadija Jayi, Mohamed Noujmi et Mohsin Rahawi, tous diplômés de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, ont ouvert le bal de cette première édition intitulée
à la source. Depuis ma 3e année de formation, je travaille sur les mines de Djerada, ma ville natale. Et d'ailleurs, j'ai fait de ce thème le cœur de mon projet de fin d'études, car je trouve que les mines de charbon sont une source de créativité. Dans mon travail, j'utilise de nombreuses techniques comme la gravure ou le dessin. Je fais en sorte que ces techniques servent le thème sur lequel je travaille, à savoir la transparence. J'utilise également les feuilles de plastique pour approcher cette transparence. L'un des principes de l'exposition est la multidisciplinarité. Son ambition est de créer un mélange des genres qui puisse rendre compte de la singularité de cette scène artistique émergente. Art plastique, gravure, recyclage, gouache, installation, autant d'univers à contempler sans hésiter. Parlons football avec la consécration pour Sadio Mané. Le joueur sénégalais qui évolue à Liverpool a été élu meilleur joueur africain de l'année 2019. Son trophée lui a été remis à la cérémonie des CAF Awards. Nos correspondants à Dakar ont suivi la retransmission de l'événement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec des étudiants. Un reportage de Daouda Sow et Sanoussi Sané. Dans une des salles télévision de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'espace a refusé du monde. Tous des étudiants sont venus suivre la cérémonie des CAF Awards. Certains sont sur place depuis 17 heures, assis depuis des heures. L'attente semble longue, mais ces étudiants n'en ont cure. Le jeu en vaut la chandelle. La récompense tombe nette. Sadio Mané. L'attaquant sénégalais est primé pour ses performances au cours de l'année. Une bonne nouvelle pour ces inconditionnels du football, mais pas une grande surprise. C'est énorme, on est très content de lui et on lui souhaite le meilleur aussi. On est très content vraiment. Sadio a prouvé largement qu'il mérite ça. Vraiment, je l'ai suivi avec émotion, avec beaucoup de sentiments, de fierté. Ami, pour sa part, est l'une des 2 seules femmes dans la salle. Férue de football, l'étudiante à la faculté de droit est fervente supportrice de Mané, tout comme son collègue, pour qui Sadio mérite plus. On peut dire qu'Alhamdulillah, Sadio a remporté le ballon d'or, c'est notre fierté. On est tous heureux. Bon, on peut dire que c'est un succès pour le Sénégal et c'est une fierté nationale. Je profite de cette occasion pour annoncer à toutes les autorités du football mondial, particulièrement la FIFA, pour qu'ils essayent de revoir le ballon d'or France Football. Parce que, quoi que l'on dise, je pense que Sadio méritait plus que ça. Élu meilleur joueur africain de l'année 2019 au CAF Awards, face à ses concurrents Riyad Mahrez et Mohamed Salah, Sadio Mané devient le 2e joueur sénégalais à remporter le titre. L'ancien international sénégalais El Hadji Diouf l'a remporté 2 ans d'affilée, en 2001 et 2002. Nous ouvrons la deuxième partie de ce rendez-vous avec la culture du café au Kenya. Dans ce pays, la filière est impactée par la faiblesse des cours internationaux, les aléas climatiques et bien d'autres facteurs. Une chose qui vient compromettre l'avenir des caféiculteurs kenyans. Suivons. On le cultive ici, au Kenya, mais il se consomme dans les cafés les plus huppés de Berlin ou San Francisco. Le café arabica kenyan est l'un des cafés africains les plus cotés et les plus demandés. Il pousse à des températures modérées sur les pentes volcaniques du mont Kenya et dans la vallée du Rift. Très fragile, la plante est sensible aux fluctuations climatiques. Celles-ci brûlent les feuilles et les rendent sensibles à des maladies comme la rouille. Pour survivre, de nombreux agriculteurs ont été contraints de laisser tomber le café pour d'autres cultures plus résistantes. Nous n'avons jamais vu autant de maladies. Avant, nous devions déjà faire avec la rouille du café, mais maintenant nous voyons tellement de maladies, certaines sont si graves qu'elles assèchent les caféières. C'est notre plus grande menace actuellement. Confrontés à la multiplication des maladies conjuguées au changement climatique,
les industriels du café ont vu leurs revenus baisser de façon drastique. À l'usine de Mukuyuni, les agriculteurs cherchent des alternatives au café. Parmi celles-ci, la plantation d'arbres et le développement de cultures vivrières en complément du café pour arrondir leur fin de mois. Nous essayons d'éduquer les agriculteurs en particulier sur la nécessité de planter des arbres dans les zones où il n'y en a pas. Nous plantons des semences endémiques et pour faciliter l'écoulement des eaux, nous faisons de la culture en terrasse. Cela évite l'érosion du sol. En 2017, 5 jours de tempête au Kenya ont suffi pour endommager les racines fragiles et saccager le cycle de maturation des caféières. Le Kenya ne produit plus que 0,5% du café mondial, mais conserve une place importante sur le marché haut de gamme. Les revenus du café ont sombré à leur plus bas niveau depuis 2005. De nombreux producteurs kenyans ne parviennent plus à couvrir leurs frais sur cette filière, où les grains sont récoltés à la main et où les commissions des intermédiaires ne cessent d'augmenter. Une situation qui a poussé plusieurs agriculteurs du Kenya, de Tanzanie et du Malawi à arrêter petit à petit de cultiver du café et se tourner vers la plantation de salades, de tomates ou vers l'apiculture. Au Ghana, nous nous intéressons à ce sculpteur qui a décidé de commémorer 400 ans d'esclavage à travers ses différentes œuvres. Des sculptures de centaines de visages d'hommes et de femmes victimes de l'esclavage pour marquer le début du commerce transatlantique des Noirs. L'œuvre de l'artiste ghanéen Kwame Akoto Banfo. Le récit d'Ala Benani. Ces centaines de têtes d'hommes et femmes sculptées sont l'œuvre de l'artiste ghanéen Kwame Akoto Banfo. Le lieu est symbolique, ses créations sont placées là, à Adafoa, un lieu qui fut au 19e siècle un vaste port abritant un marché d'esclaves, alors que la région était sous domination britannique. This land has that strong connection to what happened, and I feel that Cette terre a un fort lien avec ce qui s'est passé et j'espère que ce travail aura un impact sur l'histoire et le souvenir des faits qui s'y sont déroulés. Je pense que le fait d'exposer ces têtes ici maintiendra cette connaissance vivante à propos de ce que nous devons éviter en tant que peuple. that knowledge alive about what we should avoid as a people. L'idée de ce jeune Ghanéen est de façonner avec de l'argile des visages rappelant les 400 ans du commerce transatlantique des esclaves africains. Intitulé Projet des ancêtres, Kwame a initié ce travail de mémoire en 2010. L'artiste invite tous les Africains du continent à converser avec leurs morts et avec leur histoire. What I hope to do is to capture an experience. Ce que j'espère faire, c'est capturer une expérience et laisser cet art déclencher un dialogue sur qui nous sommes en tant que peuple africain, qui nous étions avant et vers où nous allons, en particulier avec quelque chose représentant la traite transatlantique et subsaharienne des esclaves et le racisme qui a résulté de ces atrocités. Il n'y a donc pas vraiment de message direct. Il ne s'agit pas de mon message au monde, mais des discussions que nous devons avoir là-dessus. Atrocity. Kwame compte poursuivre son installation et l'étendre à travers tous les continents. Aujourd'hui, il travaille sur plusieurs nouvelles pièces pour les musées britanniques de Montgomery et Birmingham. Une de ces pièces se trouve déjà au Mémorial national pour la paix et la justice en Alabama, aux États-Unis. Parlons mode. À présent, au Mali, Namissa Terra se distingue à travers sa marque de vêtements qui attire de plus en plus. Faisons un tour dans la boutique de cette créatrice de mode à travers ce reportage de nos équipes. Promouvoir le tissu made in Mali avec un mélange de couleurs exotiques, le tout dans une simplicité chic. C'est ce que propose la styliste de mode malienne Namissa Terra, créatrice de la marque Ikalouk. Son goût pour la culture locale et la modernité caractérisent ses créations qui ne laissent pas indifférentes ses clientes. L'une d'entre elles, Anna Konaté, fait la navette entre New York et Bamako juste pour se rendre à Ikalouk. Et j'apprécie
les matières utilisées, je trouve que c'est gai et je trouve que ça correspond vraiment à mon style de femme. De femmes actives, c'est très pratique de porter Ikalouk. Et quand je porte Ikalouk en dehors du Mali, je sens que je représente réellement le Mali. 33 ans, d'apparence plutôt timide, Namissa est depuis 2013 en train de faire son petit bonhomme de chemin. Ses créations s'imprègnent de l'environnement malien, mixant savoir-faire traditionnel et innovation technique avec une touche d'élégance destinée aux femmes africaines, fières de leurs origines et leur culture. La femme moderne malienne, elle est comme moi, elle est comme toutes mes clientes. En matière d'habillement, elle a envie de porter des vêtements qui ont une histoire, une authenticité. Des vêtements qui racontent à peu près, on va dire, leur personnalité sans qu'elles aient trop à parler. Elles ont envie de montrer, de par leur habillement, cette fierté de soi, de porter des créateurs africains. Après avoir abandonné ses études en médecine et fait une courte carrière dans la gestion d'événements, Terra s'est progressivement orientée vers la mode et a commencé à concevoir la marque Ikalouk, qui veut dire ton style en bambara. Cette marque malienne reçoit des commandes du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de France et même des États-Unis. Reconnu pour sa qualité, le coton africain récolté à la main représente 10% de la production mondiale. Le Mali en est d'ailleurs le principal producteur en Afrique subsaharienne. Et c'est ainsi que se referment les portes de l'Afrique en mouvement. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur nos antennes.